Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. La question relative au paiement de la dette intérieure a été abordée mardi 25 novembre à l'ouverture de l'édition Makutano 2025, placée sous le thème « Les contrats du Congo, l'heure du choix ». Cette rencontre des décideurs politiques et acteurs économiques du secteur privé se veut une plateforme de réflexion et d'action sur les leviers majeurs du développement économique de la République démocratique du Congo. Répondant à la question de savoir si le gouvernement envisagerait de mettre en place une ingénierie financière pour régler cette question qui dure depuis plus de 2 décennies afin de booster l'économie nationale. La première ministre Judith Suminwa a reconnu la nécessité pour le gouvernement de régler cette question. Selon elle, il existait déjà une planification pour ce faire, mais tout a été perturbé à la suite de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est, marquée par l'agression rwandaise via la rébellion de l'AFC/M23. Une chose est sûre, nous avons bien conscience que de toutes les manières, il faudra bien régler cette question. Vous l'avez dit vous-même, on l'a depuis plus de 2 décennies, mais qu'il est plus urgent de la régler. Non seulement il va falloir qu'on regarde à l'intérieur ce qu'on a déjà commencé à faire, parce que, vous le savez, dans ces dettes intérieures, il y a à boire et manger. Il y a des gens où les choses se sont faites correctement. Passation des marchés corrects, et que l'État leur doit effectivement des ressources, et l'État a l'obligation de rembourser cela. Et ça, je pense qu'il y avait déjà un plan pour pouvoir le faire. Malheureusement, la guerre est arrivée, ce qui a un peu perturbé la planification pour le remboursement de ces créances, a déclaré la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, devant les acteurs du secteur privé réunis à l'hôtel Sultani, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toutefois, la chef de l'exécutif central a distingué l'existence des créances légitimes et les dossiers montés de toutes pièces qui ne peuvent être payés par le gouvernement. Judith Suminwa Tuluka a promis une nouvelle planification après les chocs de la guerre. Autre chose aussi, et on l'a vu, il y a un certain nombre de dossiers qu'il va falloir regarder de près parce qu'on a eu aussi à constater des dossiers qui ne tenaient pas du tout la route. L'État ne peut pas payer des dossiers qui sont montés de toutes pièces, rembourser de l'argent dans des dossiers qui sont montés de toutes pièces. Il faut faire la part des choses, mais par rapport aux créances qui sont réellement dues à l'État, nous n'avons pas le choix, nous devons le faire, et la planification devra être revue pour que cela soit repris le plus rapidement possible, a rassuré la première ministre Judith Tuluka devant l'assistance. D'après les récentes données de la Direction générale de la dette publique, DGDP, la dette intérieure suit un rythme plus modéré avant 2021, passant de 1,38 milliard de dollars en 2010 et à 1,41 milliard en 2011, 1,34 milliard en 2012, 1,40 milliard en 2013, 1,39 milliard en 2014, 1,38 milliard en 2015. Elle progresse ensuite à 1,82 milliard en 2016. 1,97 milliard en 2017, 1,92 milliard en 2018, 1,85 milliard en 2019 et 2,52 milliards en 2021. Là aussi, la montée devient plus marquée à partir de 2022, 3,84 milliards en 2022, 3,71 milliards en 2023, 5,56 milliards en 2024, puis 5,50 milliards au premier semestre 2025. Une dette intérieure marquée par les titres publics et les créances de la Banque centrale. La dette intérieure atteint 5,432 milliards de dollars au 30 juin 2025. Elle se répartit entre arriérés certifiés et validés, 989,67 millions, 18%, arriérés certifiés non validés, 720,28 millions, 13%, protocole d'accord, 412,84 millions, 8%, arriérés envers la Banque centrale, 1 milliard 416 millions, 26%, et titres publics, 1 milliard 893 millions, 35%. La progression de la dette intérieure s'explique, selon la DGDP, par l'extension du marché domestique des titres publics et par la réévaluation des anciennes avances de la Banque centrale au Trésor, ayant donné lieu à un protocole d'accord. Rappelons-le, d'après plusieurs experts du secteur économique, l'importance du paiement de la dette intérieure réside dans sa capacité à stimuler l'économie en période de crise, à financer des investissements publics et à soutenir les ménages et les entreprises.
Cependant, un endettement excessif comporte des risques, comme l'augmentation des charges d'intérêt, la limitation des investissements publics et privés et la fragilisation de l'économie à long terme. Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Et de la RDC, la capacité de nuisance de la Codeco reste intacte et les massacres des ADF se poursuivent et ciblent les forces loyalistes et Buteli. Le rapport mensuel, octobre 2025, du baromètre sécuritaire du Kivu, de Ebuteli, escalier en Lingala, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence épinglent la capacité de nuisance de la Codeco, Coopérative pour le développement du Congo, association informelle de divers groupes de miliciens landou opérant en Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo qui est restée intacte. Selon le rapport rendu public lundi 24 novembre 2025, la Codeco a été impliquée dans au moins 4 affrontements dans les villages de Liko, Dada, Imbujona et Djiba durant le mois d'octobre. LRAC a été responsable de la mort d'au moins 23 civils et de l'enlèvement d'au moins 11 autres personnes dans les territoires de Djougou, son bastion, et de Mahagi, où elle a installé un nouveau commandement à la tête de leur faction dans les chefferies de Mokambo et Djoukot. Les Codeco ont également attaqué les FARDC au village de Liko, en territoire de Djougou, le 9 octobre. Lors de leur retrait, les combattants Codeco ont tué 9 agriculteurs dans leurs champs, précise le rapport. ADF, les massacres se poursuivent et ciblent les forces loyalistes. Au cours du mois d'octobre, le KST a documenté 19 incidents attribués aux ADF sur les territoires de Mambasa, 6, Lubero, 11 et Irumu, 2. Au moins 75 civils ont été tués par les ADF sur les territoires de Mambasa, 2, d'Irumu, 3 et Lubero, 70. Alors que les ADF avaient jusque-là plutôt évité les confrontations directes avec les forces de l'Alliance ougando-congolaise, UPDF-FARDC, le groupe s'est montré offensif à l'égard de ces deux forces armées et des Wazalendo au cours du mois d'octobre. Les ADF, affiliés à l'organisation de l'État islamique depuis 2017, ont initié 2 affrontements contre la coalition FARDC-UPDF et 2 autres contre les Wazalendo-FARDC. Alors qu'ils continuent à cibler les populations civiles en représailles aux offensives des opérations Shuja ou pour des besoins de réapprovisionnement 3 dans les territoires de Beni, Irumu et de Lubero, les ADF ont commis moins d'exactions sur le territoire de Mambasa. Les témoignages de plusieurs survivants aux attaques et anciens captifs rapportent que le groupe s'y est concentré sur la collecte de taxes, dit le rapport de Ebuteli. Durant la nuit du 22 au 23 octobre, la coalition FARDC-UPDF a effectué des tirs d'artillerie sur des bastions des ADF au nord du village Loloa. Ces tirs ont contraint les ADF à se déplacer temporairement vers le territoire d'Irumu, au nord de la cité de Komanda, où ils ont commis des exactions contre les civils. Lubero est le territoire le plus meurtri avec 72 morts civiles, dont 60 causées par les ADF durant la période sous examen. Les ADF ont ainsi tué des civils à Rizeri, 5, Itembo, 3, Mukondo, 19, Mangurejipa, 11, Guado, 7, Mangea, 3, Petema, 17 et Malewe, 5, ajoute le rapport. Malgré l'opération Shuja, les ADF restent actives en raison de défis tels que leur mobilité, des objectifs militaires limités et des enjeux géopolitiques et logistiques complexes. En juin dernier, le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Kaguta Museveni et chef d'état-major général de l'armée ougandaise, et le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont signé à Kinshasa le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Selon le général-major et porte-parole des FARDC, Sylvain Ekinge, le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation, sur le terrain prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans les territoires de Mambasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé du maintien de l'équipe conjointe des renseignements. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi, Beni, Butembo. Malgré cela,
La menace persiste toujours et la population continue de payer le prix de l'incapacité des dirigeants à sécuriser sa population. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays, l'Afrique et le monde.